Face à l'info sur la première. Face à l'Europe. Ce soir, dans notre Face à l'Europe, une approche un peu particulière parce que nous sommes l'été et que les livres nous nourrissent, mais aussi parce qu'un livre est sorti, vous allez l'entendre, qui est très interpellant. Il est signé par notre invité, bien sûr, David Engels, qui est professeur titulaire de la chaire d'histoire romaine à l'Université libre de Bruxelles. Il est aussi rédacteur en chef de la revue L'Atomus, ce qui donne évidemment tout sa saveur aussi aux romanistes, mais c'est-à-dire aussi à celui qui aime la langue latine jusqu'au bout. Mais l'intérêt de ce livre, intitulé Le Déclin, c'est qu'il compare la crise actuelle de l'Union européenne et la chute de la République romaine, puisqu'il le sous-titre d'ailleurs Analogies historiques. On va voir dans quels paramètres de la démographie, en passant par les structures même de l'Empire, les problèmes migratoires, les problèmes linguistiques, les problèmes de l'extension et de l'interpénétration des zones, stabilité d'un grand ensemble et instabilité aux frontières. On va voir combien tout ça appelle d'analogies, et donc qui restitue les analogies peut parfois aussi suggérer que la suite soit similaire ou inspirée, ou que l'on puisse en tout cas prêter attention à ce qui fut la chute et le déclin, d'où le titre de l'un, et la possible chute de l'autre. C'est à cet exercice que nous invite David Engels, qui est notre invité ce soir. Face à l'Europe. David Engels, bonsoir. Bonsoir et merci bien pour l'invitation. Merci d'être donc face à l'Europe, c'est convenu de le dire, mais c'est sincère. C'est vrai que ce n'est pas banal. On a tendance à parler assez facilement de ce qu'on appelle la chute de l'Empire romain. Vous, pour que celles et ceux qui nous suivent situent bien, vous nous inclinez à repenser les choses en disant attention, il s'agit de la chute de la République romaine. Le passage de témoin entre la République romaine et une autre structure d'organisation, l'Empire précisément, est un autre moment moins connu, mais qui a plus de similitudes peut-être avec notre crise actuelle que ce que les sinistres voies actuelles appellent parfois la chute de l'Empire. Oui, tout à fait. Souvent, on peut lire des analogies effectivement entre la situation actuelle de l'Union européenne et la chute de l'Empire romain au 5e siècle. Mais les parallèles que moi j'adresse concernent beaucoup plus la transition entre le système républicain de la République tardive, donc grosso modo l'époque qu'on connaît quand même relativement bien, l'époque de Cicéron, de César, de Sallust, de Catilina, d'Auguste, et finalement l'instauration de l'Empire des Césars, c'est-à-dire d'un régime qui se veut à l'extérieur républicain, le mot officiel d'ailleurs le principat d'Auguste, qui suggère un genre de fonction de primus inter pares, mais qui de fait est un genre de dictature militaire voilée. Alors, c'est vrai que vous faisiez référence à Cicéron, on va d'ailleurs le citer quelques fois, vous vous êtes beaucoup inspiré aussi de la nature de ses réflexions, des témoignages qu'il offre, des analyses qu'il fait pour essayer de pointer politiquement. On rappelle aussi que Cicéron, outre ses talents d'avocat, est aussi un homme politique. Tout à fait. Tout à fait. Alors, nous amène d'abord, comme vous le faites, à parler de l'identité de la crise actuelle. Il faut identifier les paramètres de la crise actuelle si on veut évidemment pouvoir tirer des analogies. Pour vous, les principes même de la crise actuelle seraient définis comment ? Difficile évidemment de dire ça en quelques mots. En tout cas, on a tendance généralement, quand on parle de la crise de l'Union européenne, de restreindre cette notion de crise surtout à l'aspect économique. Et à mon avis, la crise est beaucoup plus large que ça. C'est en essence, au fond, une crise d'identité. Et comme j'essaie de l'expliquer, si l'Union européenne avait une identité plus marquée, si elle avait une identité propre qui inspirerait aux citoyens plus de loyauté, plus de solidarité avec cet ensemble-là, je suis sûr que la crise économique passerait certainement au second plan, ou en tout cas ne poserait pas un tel problème à l'existence même de l'Union européenne tel que c'est le cas maintenant. Au fond, ce qu'on voit maintenant avec la crise économique actuelle, c'est que justement l'économie qui est le talon d'Achille de la construction européenne, c'est uniquement là-dessus que l'Union européenne s'est basée jusqu'à maintenant, et c'est assez logique que dans une situation de crise actuelle, que c'est justement à ça que s'attaquent évidemment les nombreuses forces autour de l'Union européenne et qui peuvent menacer sa survie. Est-ce que l'on peut parler de la République romaine comme d'un grand marché unifié où que les conquêtes successives ont accru? Est-ce que c'était l'une des raisons des conquêtes romaines, de ce vaste accroissement des États? C'était une taille critique économique?
Oui, certainement. Évidemment, il faut toujours se garder, évidemment, de pousser les analogies trop loin. Hein. Là aussi, dans mon livre, les analogies que je dresse sont surtout d'ordre politique, d'ordre structurel, d'ordre identitaire. Il est évident que nous, au XXIe siècle, notre technologie moderne nous pose devant d'autres menaces et d'autres problèmes que celles qu'avait affrontées la République romaine. Mais néanmoins, l'Empire républicain romain du 1er siècle règne au-dessus d'une Méditerranée qui est généralement unifiée politiquement, qui est un grand marché d'échange. Il y a des flux commerciaux qui vont d'Alexandrie à Marseille, qui vont de Carthage vers la mer Noire. Il y a une grande circulation des idées, des hommes, des biens, évidemment. Et on le voit, d'ailleurs, Cicéron le décrit très bien lui-même, qu'il y a vraiment un phénomène de mondialisation à la fois au niveau culturel. Hein, nous connaissons tous de nos vacances l'énorme essor qu'a pris la culture gréco-romaine qu'on retrouve partout sur les rives de la Méditerranée, mais en même temps, cette mondialisation avant l'heure apporte aussi une fragilité, une interconnexion économique extrêmement forte et qui fait, comme l'a dit Cicéron, que s'il y a une crise économique ou politique en Asie mineure, que ça se ressent à Rome, que les marchés de Rome peuvent tressaillir, que justement qu'on a des phénomènes assez semblables à celles qu'on voit maintenant, des phénomènes un peu séismiques où des crises au Japon affectent évidemment la situation à Bruxelles et vice-versa. Oui, parce qu'il faut rappeler à celles et ceux qui nous écoutent que contrairement aux prescrits ou aux dictons romains, même de l'époque, qui voudraient sans doute que le centre du monde soit à Rome, il n'en demeure pas moins que l'on y sait très réellement et très concrètement et pragmatiquement que l'Empire république de Rome est voisin d'autres grandes entités, d'autres grands empires. Ce sont aussi d'autres grands ensembles qui existent. Rome est loin d'être le seul grand ensemble structuré. Oui, tout à fait. Vers la fin de la République romaine, évidemment, les grands antagonistes potentiels comme l'Empire séleucide ou d'autres ont disparu, mais il est quand même un fait assez important que durant toute l'histoire romaine, jusqu'en fait à la conquête musulmane, que Rome a affronté à l'Est, à l'Orient, un empire puissant qui est l'Empire des Parthes, plus tard l'Empire des Sassanides, et avec lequel l'Empire romain sera toujours dans une coexistence assez difficile. Alors, il y a déjà, et ça c'est très interpellant, la question de la taille critique de l'ensemble en question. Auguste, lorsqu'il va prendre ce principat, va stabiliser, donner une pax romana, certes, mais on a l'impression qu'il se posait déjà la question préalablement que nous avons cessé de nous poser depuis à peu près 15 ans, au moment où l'on disait, à propos de nous, il faudrait d'abord approfondir l'Union européenne avant de l'élargir. Et on a le sentiment que la même crise institutionnelle, vous nous la ramenez, il aurait peut-être fallu approfondir les institutions, les adapter avant d'élargir. Oui, il y a de ça. Je dirais qu'il y a deux aspects. Vous parliez de taille critique, qui est un mot très intéressant, qui, à mon avis, ne s'applique pas seulement à l'étendue géographique, même si là aussi c'est quelque chose d'assez important, mais aussi à la taille critique de la qualité des institutions et surtout des idéaux qui les animent. Et à ce niveau-là, il me semble que surtout un des facteurs identitaires les plus marqués, les plus en danger, c'est évidemment notre système démocratique qui, à mon avis aussi, a dépassé une certaine taille critique dans sa complexité, dans son enchevêtrement institutionnel, qui a fait que le système commence tout doucement à se mener à l'absurde et cesse d'être adapté à l'ensemble que ce système-là est censé diriger, tout comme à Rome aussi, où le système républicain est devenu à la fois tellement complexe, mais aussi à la fois lourd et inapte à diriger rapidement et efficacement les nombreux problèmes qui peuvent se poser sur toutes les frontières extérieures de l'Empire, que, si on veut, l'esprit républicain qui a animé la Constitution romaine se mène lui-même à l'absurde et ne donne alors comme possibilité que la transition vers un régime autoritaire. Est-ce que l'on peut raisonnablement imaginer diriger depuis le Palatin un empire aux consonances culturelles, ethniques, locales très différentes, avec des problématiques locales qu'il faudrait sans doute régler par ce que l'on appelle maintenant le principe de subsidiarité?
Oui, l'Empire romain est, contrairement à ce qu'on imagine souvent, un empire très régionalisé, assez fragmenté, qui fait que la plupart de ses composantes, surtout les grandes villes hellénistiques, se gèrent plus ou moins eux-mêmes. Donc l'idée d'un empire très bureaucratique, comme on l'a souvent, a surtout à faire avec la réforme dioclétienne de la fin du IIIe siècle. En ce qui concerne donc plutôt l'Union européenne, le fait de mener ou de diriger à la fois l'Union européenne ou alors aussi l'Empire romain pose, je dirais, surtout le problème de l'efficacité, de la réactivité à des problèmes extérieurs. Et comme on le voit donc dans l'Empire romain, vous disiez diriger l'Empire du Palatin, eh bien au fond c'est plus facile encore d'un point de vue autoritaire de répondre rapidement aux différents problèmes, des tremblements de terre, des problèmes justement d'acheminement de blé, mais aussi des guerres extérieures, autre chose. C'est plus facile évidemment de faire ça sur base d'un régime autoritaire que d'un régime républicain qui a, comme on le voit dans toute l'histoire du 1er siècle, des grands problèmes à être à la hauteur des exigences qui posent tellement de problèmes constitutionnels, qui rend nécessaire tellement de débats, évidemment, de compromis, qu'à la fin, la crise, elle est déjà passée dans son stade le plus grave avant que le centre puisse vraiment réagir. Donc, au fond, l'installation d'un système unique semble plus adaptée à la nature, à la réalité de l'Empire romain, et c'est ce qui me semble aussi être l'un des enjeux majeurs de notre système habituel où, comme je le disais, la coexistence de 28 États, de 7 niveaux institutionnels très différents qui sont tous enchevêtrés, qui font que les compromis qu'on trouve à la fin sont toujours un genre de compromis minimal qui dérange le moins de personnes possible, semble peu apte à réagir vite à des conflits, des problèmes tels que nous les connaissons. Ça veut dire que plus l'espace est vaste, plus la tentation de le régler, de le diriger par un régime plus autoritaire va se poser. Le rapport entre une démocratie participative et la taille du territoire est véritablement un enseignement qu'on peut tirer? Non, ça je dirais pas. Je crois que surtout cette transition-là, elle est dans les têtes. Elle n'est pas nécessairement dans la réalité de l'État qu'il dirige. On le voit à tous les niveaux du pouvoir, que soit même dans une université, soit dans un petit État comme la Belgique ou autre part, que la population en général tend à se désintéresser de ce qui l'entoure. Ça ne concerne pas seulement le désintérêt pour l'Union européenne, ça se remarque à tous les niveaux, au fond, de notre État, et c'est un désintérêt qui est évidemment basé, paradoxalement, sur l'idée ou l'idéal même qui anime la démocratie, c'est-à-dire la conviction que c'est le plus grand nombre qui, en tout cas, a raison et qui implique forcément une certaine déresponsabilisation à la fois des dirigeants, mais à la fois aussi des dirigés face à ce système-là. Donc je dirais que ce n'est pas nécessairement un problème de taille ou de complexité de l'État, mais plutôt d'une certaine logique institutionnelle qui se mène à la longue à l'absurde. Et je crois qu'à ce niveau-là, nous avons été très gâtés dans les années, gâtés entre guillemets évidemment, dans les années de la guerre froide, avec cette ambiance un peu artificielle de paix imposée par la présence de ces deux grands blocs, et entre lesquels, et évidemment les années aussi de grand essor économique après toutes les destructions de la Deuxième Guerre mondiale, et qui ont créé, assez paradoxalement, donc quand même une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années de paix profonde, en tout cas en Europe, et d'essor économique, et qui nous ont poussé à développer nos systèmes démocratiques à un point tel que, dans ces conditions-là, elles étaient évidemment idéales, mais que désormais, dans un monde beaucoup plus dangereux, beaucoup plus instable, beaucoup plus multipolaire qu'est le nôtre, ce système semble montrer de plus en plus ses failles. Alors, on va revenir à ces éléments d'analogie. On a beaucoup déjà parlé d'identité, d'éléments de crise. C'est votre deuxième, d'ailleurs, grande partie dans ce livre. On va parler d'un certain nombre de thèmes. La tolérance, par exemple. Vous parlez d'ethnie et de cosmopolitisme. C'est vrai que alors, autant le mot cosmopolitisme est devenu d'ailleurs un mot un peu étranger à notre langage courant, mais pourtant, on voit bien de quoi il s'agit. C'était déjà une question romaine? Oui, tout à fait. L'Empire romain
est depuis, pas seulement l'Empire romain, déjà la Méditerranée hellénistique, est de plus en plus le résultat d'un brassage des peuples. On le voit surtout depuis l'expédition d'Alexandre, que tout l'Orient de l'Empire romain est fortement marqué par le mouvement des populations, par la colonisation grecque qui va jusqu'en Afghanistan au fond et qui crée partout, je dirais, des ensembles très multiculturels. Mais c'est valable aussi pour les grandes villes, Alexandrie, Antioche, mais surtout évidemment la ville de Rome qui, à l'époque qui nous intéresse, donc l'Empire d'Auguste, compte quand même plus ou moins 1 million d'habitants et est une ville profondément multiculturelle, cosmopolitisme, où le nombre même de citoyens de droit vraiment romains décroît d'ailleurs de plus en plus, et pas nécessairement par l'action de la guerre, mais par une certaine dynamique démographique, tandis que le nombre d'immigrants, à la fois d'Italie, mais aussi surtout de l'Orient de l'Empire ou des contrées barbares comme la Gaule ou autre part, ça croît de plus en plus en créant donc un ensemble extrêmement multiculturel. Oui, donc la question de la tolérance réciproque se pose et les tensions, c'est l'autre versant de la question, les tensions se font jour. Les tensions se font jour. La xénophobie est déjà un aspect très marquant du 1er siècle avant et évidemment aussi du début de l'Empire. Nous avons beaucoup de témoignages que j'ai essayé de compiler dans mon livre qui montrent que les discours populistes qu'on peut entendre partout ne sont pas une nouveauté dans l'histoire, mais que à Rome aussi, à la fin de la République, au début de l'Empire, on a connu plus ou moins les mêmes problèmes, cette même impression aussi de citoyens romains qui ne se sentaient plus chez eux, les mêmes projets de loi qui visaient à expulser régulièrement des étrangers, les mêmes discours aussi de politiciens politiquement corrects ou humanistes qui disaient non, on ne peut pas faire ça, ils ont le droit d'habiter chez nous. Donc au fond, tout ça, c'est déjà joué au 1er siècle. Tout à fait étonnant, peut-être même plus encore, est le deuxième item que vous nous ramenez à propos du respect de la vie humaine, la famille notamment, et déjà cette question que vous venez d'évoquer, la démographie, le déclin de la population, mais cette question de la famille, de l'éthique, du respect de la vie humaine était déjà des questions débattues. Oui, tout à fait, notamment dans les nombreux débats sur l'avortement aussi. À Rome, le déclin démographique ne peut évidemment s'imaginer sans la pratique généralisée de l'avortement et de toutes les différentes facettes qu'il pouvait assumer. Et donc les philosophes évidemment s'opposaient généralement à l'avortement, justement en vantant l'importance, justement le respect aussi de la vie humaine. D'un autre côté, on a la réalité de tous les jours des aristocrates romaines ou même des citoyennes romaines qui n'ont pas envie de mettre au monde trop d'enfants, à la fois parce qu'ils n'ont pas nécessairement envie de les éduquer, mais aussi parce qu'ils ne voulaient pas que les biens de la famille soient distribués entre trop d'héritiers potentiels et parce qu'ils ne voulaient pas nécessairement non plus encourir tous les tracas de la maternité. Et donc, on a un déclin démographique assez imposant que critiquaient déjà les contemporains à Rome. Et Auguste, l'une des premières choses qu'il a fait, évidemment, c'est d'essayer de lancer toute une série de mesures favorisant l'enfantement, notamment par des lois assez strictes sur des exemptions d'impôts pour des familles ayant beaucoup d'enfants et des choses assez similaires afin de stabiliser justement cette tendance déclinante de la démographie et de survivre au moins la survie, d'assurer au moins la survie matérielle de l'élite romaine et donc des grands propriétaires et des sénateurs. Il y a évidemment deux points suivants qui pourraient être complémentaires antagonistes, l'égalité, vous parlez du couple et de l'individualisme, ou l'épanouissement personnel, la vie personnelle et l'ambition. C'est vrai que l'un ne va pas sans l'autre. Il y a dans ce sens sans doute de grand individualisme une recherche de l'épanouissement personnel. Oui, tout à fait. Épanouissement personnel qui, à Rome, comme aujourd'hui, va surtout par l'acquisition de biens matériels. Il y a tout le débat sur le matérialisme, sur la société de consommation. Tout ça a aussi été mené au 1er siècle avant notre ère. Personne ne contredirait qu'on vit dans un système également de pain et des jeux. Tout le monde connaît évidemment le mot important panem et circenses, qui constitue au fond la base du système impérial de maintien en place d'une certaine adhésion
au système. Hein. Et donc, à Rome, on connaît donc à la fois une recherche de gains matériels assez effrénée, et puis, d'un autre côté, forcément, les perdants du système, hein, d'un système où une certaine loyauté, une certaine solidarité ne sont plus vraiment des mots très importants. Et donc, Rome se doit aussi d'instituer un système d'allocation sociale, comme on le dirait aujourd'hui, par la distribution de pain, ou en tout cas de céréales régulières à la population, afin de stabiliser un minimum la grogne populaire qui se lève évidemment contre ce système-là. Alors la question religieuse, ça c'est interpellant parce que bien sûr, grand brassage, cosmopolitisme, on l'a dit, grande convergence multinationale et multiethnique et multiculturelle vers les grandes cités, vers Rome évidemment. On avait jusqu'ici l'idée d'un laisser-faire, c'est-à-dire chacun ayant le droit de citer avec ses dieux, sa foi, ses croyances, pour autant que la mise en scène officielle de l'État soit respectée. Vous vous dites, il y a cela dit un vrai combat aussi entre croyance et rationalisme, et ça c'est d'une modernité folle. Oui, le 1er siècle avant notre ère est souvent marqué par, ou en tout cas a souvent été caractérisé comme étant marqué par un déclin de la religiosité traditionnelle. Hein, il faut savoir que la République romaine, elle est animée par une certaine religion ancestrale, je dirais, qui a ses racines qui vont bien loin dans le passé, qui devient un système de plus en plus formalisé, où l'important n'est pas vraiment de croire dans les dieux, mais en tout cas d'exercer les rites. Et on voit que cet élément plutôt formalisé est de plus en plus désinvesti par la croyance générale des Romains, et d'un autre côté de plus en plus manipulé par les grands politiciens qui se servent de formes de superstition justement pour légitimer leur propre popularité. Et donc on voit plutôt, je dirais, le mot combat est peut-être exagéré, mais en tout cas l'affrontement entre une religion républicaine très traditionnaliste, très ancestrale, qui perd l'adhésion des citoyens qui se situent ou qui se dirigent soit de plus en plus vers une philosophie un peu athée ou agnostique, inspirée des différentes philosophies hellénistiques et qui essaie justement de trouver la vraie vérité au-delà des croyances habituelles d'un côté, et puis d'un autre côté les religions dites orientales, à mystère, autre chose comme Mitra, comme Cybèle, comme le christianisme aussi, qui mettent l'accent beaucoup moins sur l'État, beaucoup moins sur le devoir, mais plus sur le ressenti, sur l'individu, sur la proximité de l'individu avec la divinité. C'est un peu une analogie qui boite peut-être un peu comme toutes les analogies, mais néanmoins une analogie entre le christianisme qui est un peu en recul, en défense partout, chez nous en Europe, et puis d'un autre côté, un certain matérialisme un peu athée ou peut-être vaguement monothéiste d'un côté, et puis le grand essor à la fois des formes plutôt évangéliques de christianisme et puis surtout de l'islam. Alors, cette question religieuse, comment a-t-elle été résolue à l'époque? Est-ce qu'il y a moyen de s'inspirer de la réponse de l'époque pour aujourd'hui? C'est évidemment une question de fond qui touche au message général du livre. Je ne cacherai pas, et vous l'avez déjà bien annoncé aussi au début, que ma vision de l'histoire est assez déterministe. C'est-à-dire pour moi, les analogies entre la situation de crise actuelle et celle du 1er siècle avant sont tellement, ces analogies sont pour moi tellement fortes que je ne crois pas qu'on peut s'en tirer. Donc je ne crois pas qu'on peut tirer maintenant des leçons du passé pour justement aller autre part que les Romains, mais je crois que nous sommes tellement bien lancés dans la même lignée que les Romains que notre futur aura l'air assez similaire à ce que les Romains ont connu après la chute de la République, c'est-à-dire l'établissement du Principat. Et donc la question, ou plutôt la réponse du Principat à la crise religieuse, bien, on peut évidemment s'en inspirer, mais ce sera probablement un peu décevant. Le Principat a essayé de conserver autant que possible cette religion traditionnaliste en la réinterprétant évidemment, en la juxtaposant ou en la reliant fortement au culte impérial qui va être établi, en essayant de sauvegarder aussi longtemps que possible un système qui est déjà plus ou moins pétrifié. C'est-à-dire ça devient une simple religion de loyauté des élites face à l'empereur et face à une certaine adhésion à sa propre culture contre les religions dites orientales. Et donc on voit quelque chose d'assez similaire avec le phénomène de ce qui, en tout cas en allemand, est appelé le Kulturchristentum. Je ne sais pas
comme on dit en français, le genre de christianisme culturel qui fait que les gens ne croient pas nécessairement, ne s'intéressent peut-être même pas à la profession de foi dans tous ces détails, mais disent nous sommes chrétiens parce que nous sommes européens, nous voulons maintenir ce système parce que c'est notre passé, parce que c'est enraciné en nous. Ce n'est plus une question de croyance désormais, c'est plutôt une question de maintien d'une certaine tradition. Et donc de questions identitaires. Tout à fait. Et donc, en analogie avec la situation du Principat, on peut évidemment envisager, je dirais, une radicalisation des populations jusqu'à maintenant matérialistes qui, face au danger, face aussi aux différentes questions que pose l'islam, vont se tourner de plus en plus vers le christianisme, pas parce qu'ils veulent remplir quelque part leur foi ou en relation avec une croyance quelconque, mais tout simplement pour dire eux sont tels, nous sommes au fond chrétiens. Et donc un christianisme forcément uniquement culturel. Je relèverai encore au minimum 2 points que je mettrai en rapport l'un avec l'autre. Vous reparlez de la question des droits de l'homme. Ça pourrait paraître anachronique, évidemment, parce qu'on a toujours l'impression qu'en tant que telle, c'est une création beaucoup plus récente, mais elle fait déjà débat. Et puis la question des libertés individuelles avec la question de la sécurité et de l'appel à l'ordre. Alors la question sécuritaire, alors là, pour le coup, on ne devrait même pas s'y attarder. Tout le monde comprendra qu'elle est à l'ordre du jour aujourd'hui. Oui, absolument. Et à Rome, c'est la même situation aussi. Là aussi, le 1er siècle avant notre ère est marqué par une insécurité de plus en plus grande, insécurité politique, mais aussi civile. Il y a des bandes qui font rage. À Rome, il y a des politiciens qui se servent de milices, parfois paramilitaires, au fond, pour établir l'ordre. Tout le monde, surtout dans les dernières années de la République, en appelle à un dictateur ou à un consul sans collègue, autre chose, tout simplement pour rétablir une certaine paix générale, pour permettre encore aux gens de sortir plus ou moins dans la rue, quitte à abandonner, quitte à sacrifier la liberté individuelle. Et la chose se passe évidemment de nos jours. Dans les statistiques que j'ai compilées dans le livre, on remarque qu'il y a quand même 84% des citoyens européens qui sont convaincus qu'il y a trop d'indulgence par rapport au crime. Il y a même 65% des Européens qui disent qu'ils sont d'accord de renoncer à leur liberté, ou en tout cas une partie de leur liberté civique, si ça peut leur assurer plus de justice, plus de sécurité. Donc ça montre vraiment que déjà maintenant, une grande partie de la population, une majorité même de la population, est d'accord de renoncer au fond aux acquis centenaires de notre système politique afin de s'assurer la paix et la sécurité. Et quelque chose de semblable s'est passé aussi à Rome. La dernière question abordera le dernier point que vous abordez, évidemment la question de la solidarité. Vous la sous-titrez Fédération et Empire. C'est vrai que nous sommes tentés par un modèle fédéral, ou plutôt que nous ne savons jamais pour l'instant si nous allons marcher vers un modèle fédéral, confédéral, de juxtaposition d'espace économique. Cette question était manifestement là aussi au cœur du choix institutionnel romain. Oui, il faut d'ailleurs dire aussi que tous les auditeurs se seront dit, en tout cas jusqu'à maintenant, qu'une différence fondamentale entre l'Union européenne et l'Empire romain serait forcément le fait que l'Union européenne s'est faite par la libre adhésion de ses membres, tandis que l'Empire romain a été un ensemble qui a été conquis peu à peu. C'est la réalité historique, mais c'est aussi en partie un stéréotype. Pourquoi ? Parce que dans l'Empire romain, à la fin de la République, on voit quand même qu'il y a de plus en plus de régions qui veulent adhérer plus ou moins librement à l'Empire. Il y a la Syrie, par exemple, qui, si on croit certains témoignages d'auteurs, aurait même essayé de corrompre Pompée pour qu'il transforme leur territoire enfin en province romaine. Il y a d'autres territoires qui sont légués à Rome. Donc à la fin, il y a une véritable popularité du régime romain qui fait que certains territoires veulent adhérer au fond à l'Empire. Donc on voit que vers la fin, en tout cas, il ne s'agit plus nécessairement de conquête, mais plutôt d'agrandissement, parfois assez paisible, assez volontaire. Ça, c'est pour le volet romain. Et on voit bien que pour le volet européen, c'est, je dirais presque l'inverse. Le début s'est fait par libre adhésion, mais la question de la Grèce, la question de Chypre nous ont montré que le fait de sortir de l'Union européenne ou de sortir de l'euro, de choses comme ça, existe évidemment sur le papier, mais que cela équivaudrait à un tel suicide politique et économique que de fait c'est impossible, et que devant le choix de se laisser dicter sa politique intérieure par une troïka qui est
voyez comme un gouverneur de province en Grèce ou en Chypre ou dans beaucoup d'autres pays, où le maintien de l'autonomie nationale qui vaudrait au chaos total, qui s'établirait en Espagne, en Portugal, en Grèce ou en Chypre, eh bien le choix est évidemment celui de la soumission, ce qui fait que là aussi l'Union européenne se transforme tout doucement en un ensemble de plus en plus contraignant avec des éléments très clairement impériaux. Voilà, donc l'empire demain quasiment inéluctable. Je dirais que oui, si on suit ces analogies. Évidemment, tout est question aussi de définition du mot empire. Empire ne veut pas dire nécessairement empereur. Pensez à l'empire colonial français qui est identique à la Troisième République. Pensez à l'empire britannique qui connaît seulement très tardivement une impératrice avec Victoria, mais bon, c'est un système très constitutionnel qui n'a rien nécessairement d'autoritaire. Donc, quand moi j'utilise le mot impérial, cela implique surtout un système plus ou moins autoritaire d'un côté, et puis un système qui est basé sur un compromis, ce que j'appelle le compromis impérial. C'est-à-dire que pour le moment, on voit l'écart entre les deux forces qui régissent notre société. On a d'un côté le peuple qui se sent de plus en plus étranger à la politique, qui a l'impression qu'il n'est plus du tout respecté, que sa voix n'est plus prise en compte lors des élections. Quand le peuple vote mal, eh bien on refait un plébiscite, on fait un troisième, juste pour être sûr que le résultat soit le bon. Donc là, il y a une très grande désolidarisation de la population avec le système. Et d'un autre côté, on a évidemment l'élite qui est devenue une élite de plus en plus technocratique aussi et qui souffre de plus en plus d'un manque de légitimité. Et ce que moi j'appelle le compromis impérial, c'est le fait que un personnage ou un groupe de personnages élus d'une façon plus ou moins plébiscitaire pour une durée de temps plus longue que d'habitude réussirait à la fois de représenter l'élément démocratique et plébiscitaire qui manque dans notre système, très clairement, ou en tout cas la population perçoit cet élément comme manquant, et qui en même temps, par sa position, justifierait, légitimerait la technocratie qu'il nous faut de fait pour régir notre système très complexe. C'est ça que j'appelle le compromis impérial, ce qui s'est passé donc à Rome, où Auguste a réconcilié d'une certaine manière l'oligarchie sénatoriale et équestre avec la population romaine tout à fait dégoûtée de la politique républicaine, et c'est ce que j'entrevois, si les analogies que je dresse sont correctes, pour notre futur, comme un genre de compromis entre, si on veut, la bureaucratie bruxelloise de l'Union européenne et les peuples européens qui, pour le moment, se désolidarisent de plus en plus du système. Merci David Engels de nous avoir donné de quoi réfléchir face à cette Europe en miroir, en quelque sorte. Et je renvoie évidemment à votre livre très fouillé, Le déclin, la crise de l'Union européenne et la chute de la République romaine, analogies historiques. C'est aux éditions du Toucan. Merci d'avoir été face à l'Europe. Merci pour votre invitation. Avec Euranet Plus, le réseau des radios européennes. Retrouvez Face à l'info tous les jours de la semaine